enchantés du séjour qu'ils habitaient, charmés du plaisir qu'ils avaient de s'aimer et de se le dire, ils avaient entièrement oublié la grandeur souveraine ainsi que l'embarras qui la suit. Les nouveaux époux proposèrent même à la fée d'y renoncer et de consentir qu'elle disposât de leur place en faveur de qui elle jugerait à propos. Mais cette sage intelligence leur représenta vivement qu'ils étaient autant obligés à remplir la destinée qui les avait chargés du gouvernement de leur peuple que ces mêmes peuples l'étaient à conserver pour eux un respect éternel. Ils cédèrent à de si justes remontrances, mais le prince et la belle obtinrent qu'il leur serait permis de venir quelquefois en ce lieu se délasser des peines inséparables de leur condition et qu'ils y seraient servis par les génies invisibles ou les animaux qui leur avaient tenu compagnie les années précédentes. Ils profitèrent le plus qu'il leur fut possible de cette liberté. Leur présence paraissait embellir ces lieux, tout s'empressait à leur plaire. Les génies les y attendaient avec impatience et les recevant avec joie, leur témoignaient de 100 façons celles qu'ils ressentaient de leur retour. La fée, de qui la prévoyance était attentive à tout, leur donna un char tiré par 12 cerfs blancs à cornes et à pinces d'or, comme étaient les siens. La vitesse de ces animaux surpassait presque celle de la pensée, et par leurs moyens l'on pouvait aisément faire le tour du monde en 2 heures. De cette sorte, ils ne perdaient point de temps à leur voyage. Ils profitaient de tous les instants qu'ils pouvaient donner à leur plaisir. Ils se servaient aussi de ce galant équipage pour aller souvent voir le roi de l'île heureuse, leur père, que le retour de la reine fée avait si prodigieusement rajeuni qu'il ne le cédait pas en beauté et en bonne mine au prince son gendre. Ils se trouvaient aussi heureux, étant ni moins amoureux ni moins empressés que lui à donner à son épouse des témoignages continuels de ses sentiments, laquelle, de son côté, y répondait avec tout l'amour qui avait si longtemps causé ses infortunes. Elle avait été reçue de ses sujets avec des transports de joie aussi grands qu'elle leur en avait causé de douleur par la perte sensible de son affection, et les aima toujours chèrement. Rien ne s'opposa alors à sa puissance, elle la leur témoigna pendant plusieurs siècles par toutes les marques de bonne volonté qu'ils purent désirer. Son pouvoir, joint à l'amitié de la reine des fées, conserva la vie, la santé et la jeunesse au roi son époux. Ils cessèrent de vivre l'un et l'autre, parce que l'homme ne peut pas toujours durer. Elle et la fée sa sœur eurent la même intention pour la belle, pour son époux, la reine sa mère, le vieillard et sa famille, en sorte qu'on n'a jamais vu tant vivre. La reine, mère du prince, n'oublia pas de faire inscrire cette histoire merveilleuse dans les archives de cet empire et dans celles de l'île heureuse pour la transmettre à la postérité. On en envoya des relations par tout l'univers afin qu'il y fût éternellement parlé des aventures prodigieuses de la belle et de la bête. Fin de la 15e partie. Fin de La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Lu par Ezoa en Belgique en avril 2010.